Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Une question aujourd'hui, l'Union européenne est-elle capable de réagir à la situation géopolitique mondiale actuelle ? Doit-elle se réarmer massivement? Peut-elle se réindustrialiser tout en préservant le pacte vert européen qui prévoit la neutralité carbone à l'horizon 2050? Et enfin, quel est l'avenir de l'Union européenne dans un monde de plus en plus polarisé? Pour aborder ces questions relatives au futur de l'Europe, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lamberts. Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je rappelle, vous êtes ancien eurodéputé donc au Parlement européen pour les Verts. Vous avez fait 3 mandats successifs et depuis l'année dernière, vous êtes conseiller à la transition vers une économie climatiquement neutre, chaque mot est important, auprès de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors, Monsieur Lamberts, avant d'entrer dans le vif du sujet, une question peut-être plus personnelle. Vous êtes engagé en politique depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a amené plus particulièrement à l'écologie politique? Alors, l'écologie politique, c'est une doctrine qui repose sur 3 piliers. C'est la question du respect des limites planétaires. C'est souvent à ça qu'on associe l'écologie politique. C'est la question de la justice sociale. Et c'est la question de la démocratie. Et en fait, le commun dénominateur de tout cela, c'est la réalisation d'une société qui permet à chacune et à chacun de mener une existence digne. Moi, mon point d'entrée, ça n'a pas été l'environnement, ça n'a pas été la justice sociale, ça a été la question démocratique. Vivant dans une commune qui a connu une majorité absolue d'un seul parti pendant 65 ans, et puis après ça, une majorité laïque, on va dire, et observant des comportements qui en fait correspondaient au fait que ceux qui étaient au pouvoir Anderlecht considéraient que la commune était leur propriété privée. C'est ça en fait qui a été mon moteur, c'était faire de la politique autrement, c'était réhabiliter la démocratie. Et j'ai envie de dire que ce combat est plus que jamais d'actualité en Europe. Alors il y a la question de la démocratie en Europe aussi outre-Atlantique. Ouais. Voilà, on a assisté il y a 10 jours à peu près, on s'en souvient, à ce clash dans le bureau ovale entre d'une part Donald Trump, son vice-président J.D. Vance et Volodymyr Zelensky. Quelques jours après, une réunion des puissances européennes à Londres qui décide quand même de soutenir l'Ukraine et de quelque part faire une transition, faire un lien entre les États-Unis, la Russie avec laquelle Donald Trump veut négocier directement et l'Ukraine. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Union européenne peut avoir un rôle dans ces négociations de paix ? Alors, je pense qu'elle doit avoir un rôle dans ces négociations de paix. Encore faut-il qu'il y ait une volonté de paix des différentes parties, ce qui reste à démontrer. Mais en tout cas, est-ce qu'elle en est capable? Je pense que oui. La question pour moi est plus celle de la volonté que celle des moyens. Autrement dit, les pays de l'Union européenne sont des pays en moyenne riches, qui ont énormément de ressources. Il faut simplement avoir la volonté de se servir de ces ressources et y croire aussi. C'est quelque part parfois des prophéties un peu autoréalisantes. On se dit « ouais, mais non, ça ne va pas aller, on n'est pas capable de… » Et quand on commence à se dire ça, c'est autoréalisant. Si on se dit qu'on n'est pas capable, on est sûr qu'on ne le sera pas. Et je crois quand même au rôle de la volonté et du leadership en politique. Je ne vais pas dire que tout est possible. On va devoir faire des choix. Mais est-ce que nous avons les moyens d'assurer en fait notre propre autonomie stratégique? Ça, je pense que oui. Alors, il y a eu un sommet européen ce jeudi. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment cette prise de conscience? Et là, il y a cette volonté politique aujourd'hui de jouer un rôle et de prendre les moyens de cette politique? Alors, si on écoute bien les déclarations de certains des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, et je pense en particulier en Scandinavie, mais aussi le futur chancelier allemand, je pense que cette prise de conscience est là. Qui aurait cru qu'un futur chancelier chrétien-démocrate allemand, et on sait l'attachement des chrétiens-démocrates à l'axe transatlantique, aurait dit qu'il faut aujourd'hui que l'Union européenne se construise de manière autonome par rapport aux États-Unis, qui sont devenus une puissance hostile. Même chose au Danemark, où le Danemark a toujours été extrêmement réticent par rapport à toute idée de défense européenne, d'emprunt européen. La première ministre social-démocrate, celle-là, dit que le Danemark va être obligé de revoir fondamentalement ses positions, et elle cite ces sujets-là.
c'est-à-dire les sujets où le Danemark était plutôt un empêcheur d'agir ensemble. Et donc oui, je crois vraiment qu'il y a une prise de conscience. Je vois aussi le Premier ministre britannique qui se rend compte que la relation spéciale transatlantique, elle est quand même très fortement remise en cause par Donald Trump. Et donc oui, je crois qu'on assiste au début tardif d'un sursaut européen. Je pense qu'on aurait eu intérêt à commencer à avoir ce sursaut lors de la première présidence Trump. On a perdu un temps précieux. Il est temps qu'on cravache pour arriver à la hauteur du défi qui est le nôtre. Alors, dans le sens de cette prise de conscience, mardi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé un plan Réarmer l'Europe aux 27 États membres de l'UE, un plan qui prévoit de consacrer jusqu'à 800 milliards d'euros dans la défense européenne. Est-ce nécessaire, selon vous, d'aller aussi loin et est-ce que cela ne va pas mettre à mal d'autres investissements essentiels au sein de l'Union européenne ? Alors, gouverner, c'est prévoir, mais c'est aussi choisir. On ne peut pas tout faire, ceci étant, 800 milliards par rapport à un produit intérieur brut européen qui est plus proche des 16 000 milliards, franchement, ça n'est pas infaisable comme effort pour l'Europe. Je rappelle aussi que l'Europe a un PIB de près de 5 fois celui de la Russie. Donc, je veux dire, en termes de capacité économique, notre capacité économique est largement supérieure à celle de notre principal adversaire, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça. Mais il faut être en mesure de le dissuader. Il faut être en mesure de le dissuader. Autrement dit, il faut faire en sorte que le coût de menées agressives contre l'Union européenne et ses alliés peut devenir intolérable pour une société comme la société russe. Alors bien sûr, on sait qu'en Russie, il y a une forme de tolérance à la douleur qui est forte, mais elle n'est pas infinie. Elle n'est pas infinie. Et quand on voit le coût humain de la guerre que mène Vladimir Poutine contre l'Ukraine, ce coût est astronomique au regard des avancées territoriales obtenues par l'armée russe. Et ça, c'est dans un contexte où l'armée russe s'en prend à un pays, l'Ukraine, qui est plus petit, qui certes est armé et renseigné par des alliés extérieurs, mais il faut faire en sorte que, en effet, Poutine sache qu'il trouvera à qui parler s'il cherche à escalader. Alors on va en venir maintenant à la question aussi essentielle pour l'Union européenne et pour le monde, c'est la transition écologique, plus spécifiquement d'une transition vers une économie climatiquement neutre. Vous avez été nommé conseiller pour cette question-là l'été dernier auprès d'Ursula von der Leyen. En quoi consiste ce job de conseiller ? Alors, c'est très intéressant parce que tout se trouve en fait dans l'annonce de mon job. Donc, vous avez très bien décrit le terrain d'action qui est en fait le croisement de l'économie et de l'environnement. Et le rôle, en fait, qui est le mien, est un rôle... C'est difficile de trouver le mot, enfin un mot aussi ramassé en français, c'est bridge builder en anglais, c'est bâtisseur de pont. En fait, on est dans une société européenne qui est face à un besoin d'efforts assez important. Pour faire ces efforts, il va falloir assurer la cohésion de nos sociétés, la cohésion entre les États membres, la cohésion entre les différentes familles politiques, la cohésion institutionnelle. Et il se fait qu'en 15 ans au Parlement européen, je pense avoir acquis un capital de confiance élevé au travers des institutions, en dehors des institutions, entre les familles politiques, qui me permet en effet de jouer ce rôle de jeteur de pont. Et je dirais que je suis, je pense, vu par la présidente de la Commission comme un des antidotes à la polarisation qui serait en fait mortel pour les Européens. Est-ce que votre nationalité, votre identité belge a joué un rôle dans cette nomination aussi ? Alors ça, c'est une question... Bon, je pense être incarné d'une certaine manière le sens du compromis à la belge, qui se perd parfois aussi un peu dans notre pays. Enfin, on a un gouvernement maintenant et c'est très bien. Mais la polarisation, on l'observe aussi au sein de notre pays, connu auparavant pour son sens du compromis. Mais c'est clair que c'est dans cette culture-là que j'ai grandi. Je parle plus qu'une langue quand même. Et j'ai réalisé que si je parle néerlandais, si je parle anglais, eh bien, je ne pense pas exactement de la même façon que si je parle français. Et donc, ça me fait prendre conscience du fait que, à la fois de la richesse de la diversité culturelle, et là, on parle de langues qui viennent toutes à peu près de la même famille,
et de l'intérêt de l'intelligence collective plutôt que de tenter pour un groupe, une personne d'imposer sa vision et de demander que tout le monde suive. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, si on veut entraîner la société dans des efforts collectifs, ben, il faut être capable de penser sur un mode d'intelligence collective. Et ça, oui, je crois que j'ai montré ma capacité à le faire pendant 15 ans. Alors vous êtes quelque part un faiseur de pont entre différentes tendances politiques, aussi entre différentes priorités, l'économie, on parle de réindustrialisation de l'Europe, hein. Là aussi la présidente de la Commission a annoncé un plan. Comment à la fois réindustrialiser et ne pas abandonner la transition énergétique et écologique? Moi, je pense que c'est compatible. Alors, je ne dis pas que c'est un chemin facile à trouver, mais je dis inéluctablement, on aura besoin, tant que nous sommes des êtres incarnés, de choses. Cette table, cette chaise, les véhicules que nous empruntons, ce sont des choses matérielles. Et je crois qu'on s'est rappelé au moment de la pandémie que l'Europe était devenue quand même ultra dépendante du reste du monde pour toute une série de choses. À l'époque, on parlait beaucoup des médicaments, les masques, etc., qui sont essentiels à notre vie. Et donc, le besoin de réindustrialisation est un besoin qui vient du besoin de résilience de nos économies, mais aussi, je dirais, du point de vue de la compétitivité de notre économie. Vous savez, pendant ma vie dans le secteur privé, j'ai eu à m'occuper, c'était mon client, d'une grande société des télécoms en Europe, dont le slogan à l'époque était « l'entreprise sans usine ». Autrement dit, nous allons être le cerveau et eux, en l'occurrence les Chinois, vont être nos bras et nos jambes. C'était une conception, me semble-t-il, dangereuse pour l'Union européenne, parce que eux, c'est devenu Huawei, un des principaux concurrents, un des leaders mondiaux du secteur des équipements de télécommunications. Et donc, je pense que le besoin de réindustrialisation est un souci à la fois de résilience et un souci de compétitivité. Autrement dit, si vous ne faites pas, vous perdez le savoir-faire. D'ailleurs, on dit bien savoir-faire. Si on ne fait plus, on n'a plus le savoir qui va avec. Notre savoir devient théorique, devient hors sol. Et donc, on a intérêt à savoir continuer à faire. Ça ne veut pas dire faire tout ce dont nous avons besoin. L'Europe restera dépendante du reste du monde. Il faut qu'elle le soit un peu moins. Maintenant, est-ce que, si nous voulons assurer la pérennité d'une base industrielle en Europe, est-ce qu'il faut se cramponner aux modèles industriels du 19e et du 20e siècle? Et là, l'industrie automobile nous donne une leçon assez brutale. Autrement dit, par souci de distribuer au maximum les profits au management et aux actionnaires, l'industrie automobile européenne s'est abstenue d'investir dans la transition électrique. Résultat des courses, des nouveaux concurrents ont émergé. Ils s'appellent Tesla aux États-Unis, ils s'appellent BYD en Chine, et ont faim aujourd'hui de découvrir que ces gens nous taillent des croupières. Les gars, si on voulait rester compétitif, il fallait avoir une logique d'investisseur et pas une logique de rentier. Et ça, c'est une des conditions essentielles à la réindustrialisation en Europe, c'est qu'on soit capable, j'ai envie de dire comme les Chinois, de penser long terme. Et penser long terme, ça veut dire que des profits, ça ne se distribue pas nécessairement, ça se réinvestit. D'accord? Et ça, je vais dire, cette leçon, nous devons collectivement la réapprendre. Et donc accepter que si on veut conquérir des positions de leadership dans l'économie de demain, c'est clairement la transition verte. C'est la transition verte, c'est la transition numérique aussi, mais je dirais l'Europe a un intérêt particulier à être particulièrement sobre en énergie et en ressources, parce que regardez le globe terrestre. Le territoire de l'Union européenne, c'est un confetti. Et si le territoire est petit, les ressources naturelles, elles sont peu nombreuses, peu abondantes. Et donc forcément, nous avons un intérêt, si nous voulons ne pas être dépendants de puissances qui ne veulent pas du bien, nous avons intérêt à être particulièrement sobres en énergie et en ressources. Ça nous donnera des marges de manœuvre pour ne pas être ultra dépendants. Si nous continuons la gabegie d'énergie et de ressources, plus nous gaspillons, plus nous sommes dépendants. Et ça, je pense que dans le monde qu'est le nôtre aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée. Alors, il y a ce fameux Green Deal européen, Pacte vert européen, mis en place depuis 2021, donc il prévoit une Europe climatiquement neutre, Union européenne en tout cas, à l'horizon 2050. Lors des élections en juin dernier, un peu partout en Europe, les partis verts
sont en recul, notamment en Belgique. Première question, qu'est-ce qui explique, alors qu'après des années de prise de conscience de l'urgence climatique, il y a un petit peu ce désintérêt de la part des citoyens par rapport à cette question? Alors, je suis peut-être un petit peu moins négatif, je ne parlerai pas de désintérêt ou alors de désintérêt relatif. Autrement dit, si la préoccupation environnementale et en particulier climatique était numéro 1 ou numéro 2 en 2019 dans les pays de l'ouest et du nord de l'Europe, elle n'est plus numéro 1 ou 2, mais elle est peut-être 3 ou 4. Donc elle n'est pas loin derrière. Maintenant, il faut connaître que, vu les anxiétés sur l'économie, sur la géopolitique, il faut reconnaître que ces sujets-là sont revenus plus à l'avant-plan. Quelque part, la fin du mois est remontée dans l'agenda par rapport à la fin du monde. Ce qui ne veut pas dire que le souci de lutter contre la fin du monde, c'est-à-dire le souci de respecter les limites planétaires, a disparu. Donc je pense qu'il reste une base solide pour construire. Mais je crois que le message que nos concitoyens nous envoient, c'est aussi que s'ils sont convaincus que la transition écologique est indispensable, ils veulent s'assurer qu'à la différence de ce qui s'est passé lorsque des efforts ont été demandés pour répondre à la crise financière, pour répondre à la crise de l'euro, pour répondre à la pandémie, que ces efforts soient justement distribués, ce qui n'a pas été le cas par le passé. Et donc il y a une forme de méfiance viscérale de beaucoup de nos concitoyens qui se disent « ouais, on va devoir faire la transition et devinez qui va devoir faire le gros des efforts ?» De nouveau, le commun des mortels, des gens qui aujourd'hui ont déjà des difficultés à joindre les deux bouts, c'est encore eux qui vont devoir faire le plus gros des efforts. Tant que cette perception, qui n'est pas totalement infondée, restera, eh bien, nous ne serons pas capables d'entraîner toute la société dans la transition. Et donc, la transition écologique, si on veut qu'elle réussisse, il y a évidemment des enjeux de technologie, il y a des enjeux d'organisation de la société, etc. Mais c'est d'abord un enjeu d'adhésion de la société. Et si nous voulons cette adhésion, il faut être absolument convaincant, et on ne peut être convaincant que par les actes, pas seulement par les discours, que, en effet, les efforts seront fournis par les différents concitoyens à la hauteur de leurs capacités, ce qui n'a pas été vraiment le cas ces 30 dernières années. C'est un des buts de ce Green Deal, d'investir dans les énergies renouvelables et autres. Où en est, Philippe Lambert, ce Green Deal aujourd'hui? Est-ce que l'horizon de neutralité carbone pour 2050 est toujours réaliste? Est-ce qu'il y a des actes concrets déjà qui vont dans ce sens-là, au niveau des États membres notamment? On n'a jamais déployé autant d'énergie renouvelable qu'aujourd'hui, au point qu'on en arrive à se dire, oui, on a peut-être un petit peu négligé le réseau, parce que c'est très bien de produire de l'énergie, il faut encore la distribuer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va devoir un peu shifter le focus sur la question des réseaux, de l'interconnexion des réseaux. Donc là, il y a des très gros investissements à faire. Et on voit à quel point c'est crucial. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on voit que les belligérants s'emploient à détruire les infrastructures énergétiques de l'adversaire. Et donc, on a absolument intérêt à les renforcer de notre côté. Il y a aussi un défi du côté de l'électrification, parce qu'on produit maintenant énormément d'électricité décarbonée, en particulier d'électricité renouvelable. Encore faut-il qu'on la consomme. On est encore dans une situation où, à certains moments, en particulier au pic de production solaire et éolien, le prix de l'électricité est négatif. Parce qu'en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et donc là, il y a une accélération indispensable de l'électrification, je dirais, en particulier des processus industriels. Je veux dire, il y a toute une série de processus qui demandent de la chaleur à une température raisonnable, on va dire 100, 200, 300 degrés. Eh bien, ça, ce sont des processus où on peut substituer les fossiles par l'électricité très facilement. Enfin, les technologies existent. Mais maintenant, il faut aussi aider ceux qui doivent faire les investissements à les faire. Je pense par exemple aux boulangers. Les boulangers utilisent des fours qui peuvent être parfaitement électrifiés, enfin remplacés par des fours électriques, mais ça suppose des investissements. Et en général, les artisans ne roulent pas sur l'or et donc ne disposent pas de réserves qui leur permettent d'investir. Là, il va falloir un sérieux coup de pouce. Et peut-être qu'on va devoir repenser la politique de subsidiation. On a beaucoup subsidié l'installation de panneaux photovoltaïques, on a beaucoup investi dans l'éolien. Peut-être que maintenant, on doit mettre l'accent sur les réseaux et sur l'électrification du côté de la demande
et avancer peut-être de manière plus équilibrée entre la montée en puissance de l'offre et de la demande. Ça, c'est le genre de réflexions qui sont les nôtres maintenant au niveau de la Commission. Mais le train est parti de la gare. C'est en route. C'est peut-être une des choses qui m'a le plus réjoui à mon arrivée à la Commission européenne, que je n'avais peut-être pas suffisamment mesuré quand j'étais au Parlement, c'est à quel point la transition écologique est devenue mainstream au sein de la Commission. J'ai entendu personne dire « ouais, en fait, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, la neutralité carbone ?» Non, c'est « bon, est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce qu'on ne va pas trop vite ici ou pas assez vite là ?» C'est sur comment est-ce qu'on peut le faire au mieux. C'est pas « est-ce qu'il faut le faire ?» Et ça, je veux dire, pour l'écologiste que je suis, c'est une victoire extraordinaire. Mais on la doit à une présidente de la Commission, chrétienne-démocrate. Alors, une autre question, évidemment, en lien aussi avec l'écologie. Les églises chrétiennes se sont engagées ces dernières années de plus en plus aussi en faveur de la défense de la planète. On pense évidemment à l'encyclique Laudato Si du pape François en 2015. Est-ce que pour vous, cette encyclique, ce document, marque un tournant important? Est-ce que c'est une inspiration aussi dans le monde politique? Pour vous, peut-être personnellement aussi? Pour moi, c'est un moment vraiment charnière. Je n'ai jamais lu que 2 encycliques dans ma vie. C'était Caritas in Veritate, je pense, de Benoît XVI, et Laudato Si. Et le contraste était saisissant. Je veux dire, Caritas in Veritate a été écrit dans la foulée de la crise financière. Et il y avait une forme, j'ai envie de dire, d'ignorance de la gravité de ce qui avait été vécu. Donc il y avait des phrases du genre « bon, peut-être qu'on est allé un peu trop loin dans la financiarisation », mais ça n'allait pas plus loin que ça. Le pape François met en cause l'ADN du système économique, ce qu'il appelle la culture technocratique, du système économique dans lequel nous vivons. Enfin, je veux dire, entendre un chef de l'Église catholique remettre en cause le dogme de la croissance, il faut le faire quand même. Je veux dire, c'était osé. Ça ne m'étonne pas qu'au sein de l'Église catholique, la frange la plus réactionnaire, et il faut l'appeler comme elle est, lui mène une guerre sourde. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais en tout cas, j'oublierai jamais la réaction d'un ancien leader écologiste allemand qui a commencé sa carrière dans les rangs des maoïstes et qui me disait « mais tout le monde devrait lire Laudato Si ». C'est un texte extraordinaire. Et entendre ça de la part de quelqu'un qui ne vient vraiment pas de la culture chrétienne, c'était le signe que avec ce texte, le pape François a touché bien au-delà des frontières de l'Église catholique. Et je peux que m'en réjouir. Et je pense qu'il n'a jamais lâché là-dessus. Alors, est-ce que les chrétiens, selon vous, Philippe Lambert, ont un rôle particulier à jouer dans la transition écologique? Est-ce que la dimension spirituelle est aussi importante? Le pape François parle souvent de conversion écologique, ne concerne pas seulement les chrétiens, d'ailleurs d'autres religions ou d'autres courants. Mais est-ce que les chrétiens ont un rôle particulier à jouer? Oui, et je dirais que s'il y a un rôle que nous devons jouer comme chrétiens, c'est d'être des porteurs d'espérance. Je veux dire, ce monde, si on le regarde selon un prisme purement rationnel, il y a de quoi se dire que, les gars, on est foutus. Je veux dire, on court à l'abîme. Et la question de l'espérance devient très vite centrale. C'est une question qui m'est souvent posée dans mes échanges citoyens. C'est, mais d'abord, qu'est-ce qui vous fait encore espérer? Et est-ce qu'on peut encore espérer? Et l'espérance, ce n'est pas quelque chose qu'on se donne comme une méthode couée. Bon, je dois espérer. Non, c'est quelque chose qui se reçoit et qui se donne. Donc l'espérance, elle naît dans la relation. Et là, je pense que c'est d'abord par notre manière d'être en société que nous devons, d'une certaine manière, rayonner de l'espérance. Ça ne veut pas dire, les gars, tout va bien aller. Ce n'est pas une espèce de naïveté. C'est être capable de repérer dans le monde qui est le nôtre les signes d'espérance. En fait, c'est une question de quel est le regard qu'on porte sur le monde qu'est le nôtre. Est-ce que c'est un regard nihiliste, un regard qui ne voit pas d'issue, ou est-ce que c'est un regard qui s'efforce de retrouver à tout moment les signes que les humains donnent les uns aux autres d'espérance? Toutes ces actrices et ces acteurs de changement à tous les niveaux dans toute la société qui en fait essayent
déjà de construire ce monde de demain qu'on espérait meilleur que celui-ci. Eh bien, je pense que c'est la première responsabilité que les chrétiens ont, c'est de faire partie de ces porteurs d'espérance. Alors, comme vous parlez d'espérance, est-ce que vous pensez que l'Union européenne, est-ce que vous l'espérez, aura un avenir à long terme dans ce monde de plus en plus polarisé ? Si elle ne se montre pas à la hauteur des défis là maintenant, si elle continue à tergiverser, si elle se divise, non. Je veux dire, on deviendra, c'est le scénario catastrophe, c'est la victoire en fait du nationalisme au sein même de l'Union européenne qui fait que nous ne serons plus qu'une collection de 27 États cherchant les uns à tirer parti les uns des autres, à tirer son épingle du jeu en devenant le meilleur vassal d'une puissance impériale, qu'elle soit la Russie, la Chine, les États-Unis. Ça, c'est le scénario catastrophe, mais il n'est pas obligatoire. Et je dirais que, alors c'est souvent un peu, quand on est très près du mur, qu'en Europe, on se réveille, mais j'assiste à ce réveil. Et je dois dire que quand je regarde le leadership européen, je dois dire que Ursula von der Leyen, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai accepté sa proposition, fait preuve d'un leadership qu'on n'attendait pas vraiment. Je veux dire, quand on suit son histoire, oui, il y avait des signes qui laissaient entendre, qui laissaient voir plutôt que c'était quelqu'un qui avait une colonne vertébrale bien bâtie, mais j'ai envie de dire qu'elle se révèle à la hauteur du moment, plus que beaucoup de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Je veux dire, sa réaction à l'invasion russe, ça a quand même été... elle a été immédiatement sur la bonne position. Je veux dire, elle n'a jamais eu de naïveté à l'égard de Poutine. Et c'est d'ailleurs assez significatif qu'elle est quelque part une fille politique d'Angela Merkel, qui, elle, par contre, a fait preuve d'un aveuglement à l'égard de Poutine, un aveuglement coupable. Et le fait que ce soit une présidente allemande de la Commission européenne qui ait réagi de manière aussi forte à l'invasion, au risque qui s'est matérialisé, de remettre en cause plus vite encore le modèle macroéconomique allemand qui était intenable. Je veux dire, on ne pourra pas dire en tout cas qu'Ursula von der Leyen s'est comportée en grande défenseuse des intérêts allemands. Ça, certainement pas. Je pense qu'elle a été à la hauteur de la situation et je pense que le propre d'un homme ou d'une femme d'État est d'être capable de se hisser au-delà des intérêts de son pays, de sa propre famille politique. Et ça, je crois qu'elle l'a démontré. Philippe Lamberts, merci beaucoup. On est déjà arrivé au terme de cette émission. Ça va trop vite. Merci, tout à fait. Encore beaucoup de questions qu'on aurait pu poser. Merci d'avoir fait le point avec nous et pour nous sur la transition écologique, la réindustrialisation et le réarmement de l'Europe. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.